Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci d'être une fois encore des nôtres. Le consensus national, il aurait été le mot clévoire, le mot magique, qui, à lui, tout seul, mesdames, messieurs, aurait permis de pacifier le Bénin de l'année trouble 1989. Une âpre renégociation des paradigmes économiques et politiques accouchera banalement, dit-on, de nouvel ordre politique salué de par le monde. 31 ans après, ce qui était perçu comme un exploit, le principe de consensus national, semble désormais diviser les Béninois, même s'ils sont un certain nombre à continuer à s'y accrocher. Conférence des forces vives de la nation, le consensus, une bouée de sauvetage en 90 ou un marché de dupes. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant un politique et un politologue pour des éléments d'appréciation. Sur ce plateau, déjà en notre compagnie, Domaïra Kodo. Acteur politique, il est le porte-parole du Front souverain. L'un de ces Béninois ayant connu l'exil forcé pendant ces années troubles et qui, par la suite, à la faveur de cette fameuse conférence, a pu regagner le bécail. Domaïra Kodo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yatondi. Et merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est à moi. En face de vous, comme je l'annonçais, le politologue Boni Richard Ouourou. Il est par ailleurs socio-économiste. À cette époque-là, disait-on, les caisses étaient désespérément vides. Que faut-il faire? En tout cas, le Bénin aurait étonné le monde. Boni Richard Ouourou, un pan de l'histoire qu'on voudrait bien compter, mais aller au-delà de ce qui se susurre. Bonjour à vous et merci pour la disponibilité. Merci Joël. Je profite de votre antenne pour saluer tous mes compatriotes restés au pays et remercier le compatriote qui est sur le plateau d'avoir bien voulu discuter avec nous aujourd'hui. Le plaisir est également à nous. Ah oui, mesdames, messieurs, le consensus, que de fois ne l'a-t-on pas évoqué récemment? L'homme qu'on ne présente plus, le président du comité préparatoire de la fameuse conférence des forces vives de la nation, on ne le cite plus, maître Robert Dossou, de rappeler la fameuse phrase « Demandez-moi de démissionner », mais non, mais il faudra plutôt lui demander de céder le fauteuil. Parlant ainsi du président Feu Mathieu Kérékou, une phrase parmi tant d'autres qui aura poussé à un véritable débat, pas de débat de personne, mais autour de l'essentiel, ce qui divisait hier et ce qui pourra par la suite unir les fils d'un même pays. Et ceux qui étaient à l'exil ont pu ensuite rentrer au pays, comme sur ce plateau, M. Domaïra Kodo. Une fois encore, bienvenue. Avant de vous poser la question qui nous unit le consensus, me dites comment avez-vous pu vivre ce moment-là, tant de périodes d'exil et ensuite le retour au pays? Alors, merci pour cette question introductive. L'exil, comme moi je le considère, je pense que il est plus difficile que la prison. L'exil? Oui, l'exil est plus difficile. On est libre de ces mouvements, vous dites qu'il est plus difficile que la prison. L'exil est plus difficile que la prison. Je préfère, excusez-moi, être à la place de Laurent Maintenon en ce moment. Des parents peuvent venir me voir, on peut me donner quelque chose à manger de temps en temps, que de me retrouver libre, mais en prison à ciel ouvert, loin de ma patrie. La patrie, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre identité, c'est tout, c'est vous, la patrie. Lorsque vous êtes rejeté hors de votre patrie, vous pouvez, on connaît l'exil de Victor Hugo.
C'est terrible, l'exil. Je fais souvent une comparaison. Je dis, lorsqu'on vous jette dans le désert, vous êtes libre. Oui. Hein? Le désert, c'est vaste. Il fait chaud, il n'y a rien. C'est vide, vous avez votre liberté. Là, vous appréciez ce qu'on appelle la liberté vraiment. Parce que vous l'avez, mais en réalité, vous ne l'avez pas. C'est fictif. Donc... c'était la situation de l'exilé que vous étiez ? C'était la situation de l'exil. C'est très, très dur. Pour tout vous dire, je me suis levé un matin à 10h et le soir à 18h30, je me suis retrouvé à Paris. Mais à 10h, quand je m'étais levé, je ne savais pas que j'allais prendre l'avion à 15h. Je ne vous raconte pas entre les deux les péripéties. J'ai lu dans le livre de M. Bruno Amoussou, oui, qu'il a connu l'exil la même année que moi, en 1986. Et ils ont parlé de réseaux qui ont pu l'aider à s'en aller. C'était aussi mon cas. C'était aussi votre cas. Alors, lorsque, grâce à cette conférence, vous avez compris qu'enfin, vous pouvez retrouver votre terre natale, comment avez-vous vécu cet instant-là ? Alors, le retour, pour moi, n'a pas été immédiat. La conférence nationale a eu lieu en 1990. Il a fallu que j'attende jusqu'en 1994 pour remettre pied dans mon pays après 1983. Où vous êtes parti, malgré vous ? Attention, j'étais parti faire mes études à Moscou en 1980. Je suis venu en vacances en 1983, les vacances d'étudiants de l'époque. Et c'est après le retour en 84-85 que mes ennuis ont commencé avec le pouvoir de Kérékou à l'époque. Donc, je ne pouvais plus revenir au Bénin puisque mon exil a commencé en 1986. Après mes études, je devais revenir au Bénin, mais je ne pouvais pas. Mon passeport a été confisqué. En tout cas, vous êtes rentré, comme je le disais, un témoin vivant de ce que c'est que l'exil. Et ensuite, le consensus qui nous réunit ce matin. Je m'en vais alors vous demander ce consensus qui, aujourd'hui, semble un concept un peu trop flou pour la jeune génération. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Il paraît que c'est grâce à ce consensus que le Bénin a pu connaître cette marche enviée par le grand nombre. Oui, bien sûr, on peut en parler et je pense que la présence de notre compatriote M. Boni Ouourou sur le plateau me sera d'une grande utilité pour compléter, moi, mes idées. Allons-y. Sur le consensus. Vous avez précisé pour la jeunesse, hein, que c'était important que cette jeunesse comprenne son histoire. Oui. Et donc, il est important qu'on creuse un peu plus ce concept que notre compatriote, M. Boni Ouourou, qualifie de flou. Il est important de le préciser un peu à nos compatriotes. C'est comme ça que nous allons former les Béninois de demain. Donc, alors, le consensus, il faut d'abord se demander qu'est-ce qui a obligé au consensus qui est devenu consensus national à valeur constitutionnelle. Tout à fait. Consensus national à valeur. Oui. Qu'est-ce qui a obligé à ce consensus ? C'est la question qu'on doit se poser. Il n'y a pas de génération spontanée. Oui. Alors, ce qui a obligé à ça, c'est le régionalisme ambiant qu'il y avait dans notre pays depuis un peu avant les indépendances. Ce régionalisme qui a fait que c'est Manga qui est devenu le premier président du Dahomey à l'époque. Ce régionalisme qui faisait que après Manga, 3 ans seulement après, il a été destitué, on lui a fait campagne et il a été destitué du pouvoir en 1963. Donc, ce régionalisme était caractérisé, où les acteurs principaux de ce régionalisme, c'était Manga, Akpiti et Aromadigbe à l'époque. Alors, ça n'a jamais disparu, ce régionalisme-là. Et c'est ça qui va amener, en 1972, le monstre, au monstre à 3 têtes, où Manga, Akpiti et Aromadigbe doivent exercer le pouvoir ensemble. Et Kérékou va intervenir en 1972 pour essayer de mettre fin à cette situation-là.
Et nous allons rentrer dans ce qu'on va appeler la période révolutionnaire. Alors, on dit souvent, Maître Robert Dossou l'a dit dans son livre « La conférence nationale, ce que j'en ai dit en 30 ans », il a bien précisé que nous n'avons pas de nation. Il a dit dans ce livre, nous n'avons pas de nation. Or, et comme il le dit, la nation ne s'accommode pas du régionalisme. Forcément. Et donc, depuis 1972, toutes les tentatives que nous avons eu à faire jusqu'à aujourd'hui, 1972, pour aboutir jusqu'à 1990, 1990 a connu un échec parce que le régionalisme a survécu même au régime de Kérékou en 1972. Oui. Comment le consensus, le concept, s'est-il invité en 90, puisque beaucoup disent que c'est grâce à ce consensus qu'on a pu entamer fièrement la marche démocratique, avec tout ce que ça comporte comme acquis. Certains peuvent parler d'acquis de cette conférence nationale. Peut-être on reviendra là-dessus. Allons-y graduellement dans la logique de ce que vous vous expliquez là. Oui. Comment le consensus, le concept s'est-il invité en 90 ? Alors, le consensus, comme je l'ai dit, a son vrai pilier fondé sur le régionalisme. C'est parce que le régionalisme induit par la pacification après la colonisation de notre pays n'a jamais disparu, a traversé les indépendances, a induit tous les coups d'État jusqu'en 1972, s'est retrouvé à la conférence nationale en 1990. Pendant cette conférence-là, les différentes factions régionalistes de notre pays se sont retrouvées d'un seul coup ensemble, alors qu'ils ne s'entendaient pas. C'est pour ça qu'un groupe s'est retrouvé en exil. À leur retour, on les a rassemblés comme dans un panier à crabes à la conférence nationale et on leur demande de s'entendre très rapidement parce qu'il y a des dangers dehors. Alors, Vous parlez de factions, schématiquement, pour la mémoire collective. On sait qu'Amoussou Bruno était en exil, on sait Maître Adrien Mbédji en exil, tout cela était rentré. Alors quand vous parlez de factions, vous faites allusion à ces grandes figures ou quoi ? Mais exactement. À qui on peut faire allusion en parlant de factions ? Lorsqu'on parle de la politique de notre pays, il y a des acteurs de cette politique-là. Et on ne peut pas ne pas citer des gens comme Soglo, Mbédji, Amoussou Bruno, qui est parti en exil, comme vous venez de le dire, et qui sont ramenés dans le pays. Il faut citer maintenant, il faut parler un peu, avant de continuer sur le consensus national, que la conférence nationale en elle-même, Robert Dossou, comme je l'ai cité dans son livre tout à l'heure, le disait, c'est le consensus qui a permis la conférence nationale. Pourquoi ? Le vivier politique qui ne s'entendait pas depuis avant les indépendances, les acteurs politiques de notre pays divisés entre le nord-est, le nord-ouest, le sud, le sud-est, le sud-ouest, dont on peut citer Amoussou, on peut citer Mbédji, les Tevoïdré, on peut citer les Insou et autres, on peut citer les Mangas au nord, ainsi de suite, les Aboudlaï Issa, les Dassundo dans les collines. C'est une mosaïque de peuples qu'on a forcé. Alors, ceux-là se sont entendus sur quoi, quand ils sont entrés ? Alors, ils sont entrés, le pays était en crise, ingérable par le pouvoir de Kérékou, la caisse était vide, un certain nombre de contestes internationaux ont obligé Kérékou, ce n'est pas de lui-même qu'il a accepté la conférence nationale, les contestes économiques et internationaux ont obligé Kérékou à accepter l'idée de la conférence nationale. Mais cette idée, comme Robert Dossou l'a dit, ne peut pas avoir lieu sans ce fameux consensus-là, puisque nous n'avons pas de nation. Nous vivons dans un régionalisme. Et c'est ce régionalisme-là qui va pousser à
parler de consensus et ensuite, avec le temps, dire que c'est vraiment le chemin qu'il fallait prendre parce qu'on va ensuite l'institutionnaliser dans notre Constitution. Une fois encore, quand on les prend isolément, à Moussou Bruno, on a dû lui concéder des choses, c'est ça? À Adrien Mbouidi, on a dû lui concéder des choses, c'est ça? Ou bien ils ont dû exiger des choses qui ont été prises en compte et ensuite... J'ai parlé de contextes internationaux, contexte international tout à l'heure. Quels sont ces contextes-là? En 1989, le communisme en général dans le monde est en train de s'effondrer, y compris le socialisme. Tout à fait. Sur le plan national, la caisse du pays était vide. Il n'y a plus d'argent. C'est le ministre français Candessu qui est venu dire à Kérékou, écoutez monsieur, vous n'avez plus d'argent. Robert Doussou le dit dans son livre que j'ai montré ici tout à l'heure, La conférence nationale, ce que j'en dis en 30 ans, il le dit bien, dès les années 82-80, les caisses étaient déjà vides. Dans ce livre aussi, Amoussou Bruno parle de cette situation. Dans La grande rupture de Yacouba Fassassi, on en parle également de cette situation économique qui est très difficile, les caisses étaient vides. Kérékou savait très bien qu'il ne pouvait plus diriger le pays, que c'était terminé. Et donc, on est obligé de faire appel à ceux qui ont fui son pouvoir pour aller à l'étranger et leur demander de venir dans le pays. Mais si vous avez renvoyé des gens du pays et que maintenant la situation économique du pays est catastrophique, en plus le système politique et idéologique marxiste-léniniste que vous avez mis en place est en train de tomber dans le monde, vous êtes face à votre propre échec. Et face à votre propre échec, vous êtes obligé d'accepter un certain nombre de conditions. N'oublions pas qu'un pays, si la caisse est vide, c'est que nous sommes endettés. Nous sommes endettés. J'ai lu une partie dans le livre de Amoussou ici où on nous parle que la conférence nationale a pris des décisions pour demander, par exemple, l'interdiction des importations de produits toxiques. Notre pays était arrivé à un point où on importait même des produits toxiques pour pouvoir vivre. C'est vous dire quelle était la situation pour que la conférence nationale puisse statuer sur des situations économiques. Vous dites que c'est le ministre des Affaires étrangères qui a porté la nouvelle. Et donc le marxisme-léninisme qui avait son idéologie, on connaît le courant, a dû par la suite s'acoquiner du capitalisme pour que le pays puisse retrouver comme un ballon d'oxygène, c'est cela? Oui, il y avait comme une dichotomie entre cette économie marxiste-léninisante et l'idéologie excusez-moi, le contraire plutôt, cette économie capitaliste que nous avons conservée avec une monnaie liée au franc, liée à la France avec le franc CFA, qu'on met sur le chemin, sur les rails du marxisme-léninisme. Il y a comment un antagonisme entre ces deux concepts. Donc assez de concessions ont dû être faites quand même, oui, afin qu'on en arrive là. Oui, c'est-à-dire que dans ces conditions, c'est pour ça que nous disons que c'était le marxisme-léninisme de 1972 fait par Kérékou, malgré tout son patriotisme qu'on doit lui reconnaître. Ce marxisme-léninisme-là a été comique quelque part. On y revient avec des éléments que vous venez de présenter. Écoutez, monsieur Boni-Wourou, sur la question du consensus, vous l'avez suivi, Richard Boni-Wourou. On a dû appeler tous les fils du pays, mais la réalité montre des gens pas forcément de même vision venant de régions différentes et certainement la question de formation politique, et chacun a dû poser ses conditions pour que le Bénin sorte la tête de l'eau. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut se mettre en tête, ce qu'il faut retenir, et c'est la ligne ou la conduite à tenir pour encore sauver la BAC Bénin. En réalité, Joël, je dois vous faire observer que la rigidité sur la question du consensus, moi,
tout à fait que la démocratie n'a pas forcément évolué dans notre pays. Puisque si je me réfère aux déclarations du grand frère qui est sur le plateau avec nous, il se trouve que le consensus, c'est juste une entente pour pouvoir passer sur des faits qu'on attribue, des faits délictuels, je dirais, qu'on attribuait par exemple à quelques-uns parmi eux, c'est-à-dire au régime de Mathieu Kérékou, ainsi qu'à quelques opposants qui se sont retrouvés en exil et qui étaient peut-être qu'on appelle responsable de quelques délits. Donc, le fait qu'on n'a pas pu criminaliser ces faits-là et porter Mathieu Kérékou ou son régime devant les tribunaux pour pouvoir répondre de leur forfait sont rentrés dans des considérations consensuelles. Donc, on a trouvé une entente entre politiciens pour ne pas entamer la démocratie sur des pieds de roue. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais que la notion de consensus demeure aujourd'hui jusqu'à ce qu'on semble qu'on ne puisse pas s'en départir, moi je pense que il faut pouvoir contextualiser la chose. Le consensus était important en 1990 afin que pour des questions de dissension ethnique, il est bien évident que malgré que Mathieu Kérékou avait perdu la côte à l'époque là, mais pour des considérations ethniques, certains radicaux du Nord étaient toujours pour Mathieu Kérékou et ils étaient pleins dans l'armée. Alors, est-ce qu'on a envie de démarrer un nouveau processus démocratique avec des dissensions ethniques qui vont déboucher sur une guerre civile? La réponse est bien évidemment non. Par conséquent, on a trouvé un consensus entre politiciens pour pouvoir calmer les choses et aller vers un gouvernement d'unité nationale. Okay. Dans ce contexte-là, le consensus était important. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le consensus demeure important? Il se trouve que notre démocratie n'est pas arrivée à maturité. Par conséquent, les considérations anciennes, les rapports entre politiciens, les ententes politiciennes vont demeurer. Moi, vous savez, la notion de consensus, pour moi, n'est pas quelque chose d'assez évident. Tout simplement parce que le consensus n'est pas quelque chose qui a été relativement théorisé. Ce n'est pas quelque chose qui est rentré dans un système de concepts qui puisse lui donner de sens. Donc, du coup, moi, je trouve la notion de consensus comme la majorité des mots qui sont à la mode aujourd'hui, tels que le pluralisme, le polyarchisme et tous ces mots-là qui sont juste des termes sortis de nulle part. Mais le consensus en lui-même, quand vous le prenez, c'est juste une façon entre politiciens de trouver des ententes. Mais le côté négatif de ce consensus, c'est que cette entente-là vient à évincer le peuple dans ses droits. Parce que quand on trouve... Le consensus est une entente informelle. Ça, il faut pouvoir le dire. Alors, cette entente-là, entre politiciens, quand l'entente est trouvée, est-ce que ça n'évince pas les populations dans dans l'exercice de leurs droits? Puisque s'il n'y avait pas eu cette entente-là, par exemple, entre politiciens en 1990, il est bien évident qu'on aurait peut-être pu criminaliser les faits qui sont imputés au régime Mathieu Kérékou et le trimballer devant un tribunal afin de permettre au peuple de savoir exactement quelle est la portée de certaines choses et qui sont les vrais complices. Bon, donc le consensus a ses bons et ses mauvais côtés. Ça nous a peut-être fait échapper une guerre civile en 90, mais ça a permis qu'un régime à qui on a reproché l'autoritarisme, des meurtres et tout le blablabla ne puisse pas aller se défendre devant les tribunaux et que le peuple ne puisse pas savoir exactement à quel niveau est-ce que les dommages ont été créés et quelles sont les valeurs de ces dommages-là. Donc, le consensus aujourd'hui, qu'il revienne encore sur le tapis, moi je trouve que c'est la preuve que notre démocratie n'est pas arrivée à maturité et que les questions ethniques sont toujours au cœur ou carrément que ce soit des questions de politiciens, de rapports politiciens, d'ententes politiciennes que certains groupes politiques veulent toujours veulent éterniser, si on peut dire ça comme ça. Le consensus, pour moi, n'est pas une bonne notion. Alors, ce n'est pas une bonne notion, mais il s'est révélé un peu indispensable. Dites, dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut se permettre de s'essayer encore avec ce concept?
Oui, le consensus politique aujourd'hui, il est indispensable dans la mesure où il faut remarquer que pendant 5 ans, le régime de Patrice Talon n'a fait que de la politique. En réalité, il n'y a pas eu autre chose que de la politique et de la politique politicienne. Bon, un peu de notions voyous sur les bords, mais en général que de la politique. Alors, il se trouve que dans ce contexte-là, il est important qu'une entente politique soit trouvée entre politiciens de sorte à préserver comment on appelle, les intérêts de la société, de sorte à maintenir à ne pas aller vers la dislocation du socle d'unité. Donc, un consensus est important, de sorte que pour apaiser les politiciens, rassurer ceux qui ont besoin d'être rassurés et sécuriser l'ensemble des populations. Dans le contexte actuel, avec Patrice Talon, qui est relativement maladroit dans sa façon de faire les choses, oui, un consensus politique est éminent. Oui, je vous pose la même question. Oui. Le contexte actuel nous interpelle parce que, justement, le concept revient. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait de l'avis de mon compatriote, M. Boni-Ourou, qu'il faille revenir de nouveau sur un consensus bis de 1990. Nous devons apprendre à avancer au lieu de tergiverser ou de reculer. J'ai montré ici tout à l'heure que le régionalisme est né de l'occupation de notre territoire lors de la pacification. Ensuite, que ce régionalisme a persisté jusqu'à nos jours, là où nous sommes aujourd'hui. Et le livre de Robert Dossou, que je montre ici, a été écrit en 2020. Et Robert Dossou, en 2020, sous le régime de Talon, nous dit que nous n'avons pas de nation. Et si nous n'avons pas de nation, je retourne encore en vous disant que si nous n'avons pas de nation, c'est parce qu'une nation ne s'accommode pas du régionalisme. Et nous avons toujours les problèmes d'ordre ethnique. Le pays est toujours divisé. Et c'est pour cela qu'il y a des intellectuels dans toutes les régions. Et nous, on les appelle les barons politiques. Alors, vous dites qu'il faut pas aller à ce consensus. Il ne faut pas aller à ce consensus sans avoir cherché à résoudre le mal à sa racine. Comment résoudre le mal à sa racine ? Il faut construire une nation. Point. C'est une nation qu'il faut construire. Et pour construire une nation, il faut trouver les moyens d'aller au-delà du régionalisme. On fait comment ? Bien. Pour faire pratique. Alors, nous, on a proposé des solutions. Si vous voulez qu'on aille sur ce terrain, nous, on peut en parler. On est à, on peut le dire, le Bénin à la croisée des chemins. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, certains disent qu'il n'y a pas de tension, mais on sent que ça tire de part et d'autre. Et votre vis-à-vis, ça me dit tout à l'heure, il faut penser à un consensus, il ajoute politique. Est-ce que ça ne fait pas déjà une nuance qu'on pourra prendre en compte pour permettre de décrisper un peu la tension? Alors, surtout à M. Boni-Ourou, surtout pas de consensus purement politique entre les politiciens. Pourquoi ? Nous revenons encore à écarter nos masses populaires, comme lui-même l'a dit. Donc vous êtes d'accord avec lui, la masse populaire est écartée. A été écartée. Écoutez... Elle qui est aujourd'hui sous pression, oui. Elle qui est aujourd'hui sous pression, j'imagine qu'il faudra une batterie de mesures. Mais lesquelles peut-on exploiter en urgence pour qu'elle se sente en confiance, en toute tranquillité, en allant vers ce scrutin? Les masses populaires, tout à fait. Nos populations, oui. Non, elles ne seront jamais tranquilles tant que nous aurons autant de problèmes comme ceux que nous sommes en train de citer, tant que les intellectuels en mal dont les intérêts sont divergents se divisent dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les masses ne se sentiront jamais bien. Parce que lorsque les intellectuels, les politiques, qui doivent aller chercher le consensus, sont dans un système régionaliste, ils ne poseront jamais les vraies questions des masses populaires, ce qui préoccupe les masses populaires. Ce qui préoccupe les masses populaires ne peut être que des questions d'ordre économique national, politique national, sociaux, dont ces intellectuels doivent débattre. Mais ils s'écartent de ça
pour aller chercher des positionnements régionaux, ethniques. Et c'est ça qui nous donne les gouvernements de vengeance. C'est ça depuis... Non, mais le gouvernement qu'on a actuellement n'est pas un gouvernement de vengeance. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu les événements pendant les législatives? Vous avez bien suivi ce qui se passe. On a suivi parce qu'il y en a qui n'ont pas pu prendre part au scrutin. Alors, c'est dû à quoi? Et qui sont ceux... vous avez écouté des déclarations à cette époque. Dès qu'il y a la moindre incartade entre ces intellectuels qu'on sollicite à chaque fois d'aller chercher le consensus, ils font appel à leur région. Ils font appel à leur région d'origine. Ils font appel aux gens de leurs ethnies. Ne jouons pas à l'hypocrisie. Notre pays est très régionaliste à travers ces intellectuels. Et c'est le socle du problème que nous avons qui ne nous permet pas de bâtir une nation. J'insiste là-dessus, je suis d'accord avec Robert Dossou et nous pouvons... Je vais vous dire une chose, c'est cette situation de régionalisme, de pourriture régionaliste qui conduit au gouvernement de vengeance. Et en conduisant au gouvernement de vengeance, ça crée les corruptions, les détournements, la pourriture. Là, je dis une fois encore, on veut être pratique. Vous parlez de gouvernement de vengeance. On prend le gouvernement qu'on a actuellement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement de vengeance? De la pourriture, la corruption? Ou tout un gouvernement, comme on le dit, à la demi-Poutine? Bien, alors, si on prend la situation, la classe politique aujourd'hui, pour savoir si nous avons un gouvernement de vengeance ou pas, vous-même, vous suivez l'actualité, Talon est arrivé au pouvoir en limant le socle à la gouvernance de Yahi Boni. Vous connaissez les faits divers qui ont parlé d'empoisonnement, de ceci, cela, tout ce qu'il y a de juste. En tout cas, c'est vous qui dites, hein, ça engage que vous, faits divers. On évolue. Oui, ça a défrayé la chronique dans notre pays, ça on ne peut pas le nier. Talon est arrivé au pouvoir. Yahi Boni n'a jamais déposé les armes face à la gouvernance de Talon. Nous avons aujourd'hui l'opposition qui se décompose en opposant LD, les démocrates, et tout le monde sait que c'est Yahi Boni qui... C'est d'obédience Yahi Boni. Ensuite, c'est d'obédience Yahi Boni. Vous avez de l'autre côté, toujours dans l'opposition, la résistance d'obédience, tous ceux qui restent, Soglo, Komi Kounché, Djenotin, ainsi de suite. Ils prônent une seule chose. Quoi? Le dégagisme de Talon. Vous prenez Djenotin par exemple, vous n'allez pas dire qu'il ne pense pas population et qu'il pense lui. Alors, moi je vous ne le dis suivez? pas, tous, autant que nous sommes, y compris le Front souverain, parlent de population. Oui. Nous parlons tous de population. La seule différence, c'est que je suis en train de vous dire ici qu'il faut parler nation, comme le dit... Il faut parler nation. Vous permettez, Richard Boni, avant de vous écouter sur de possibles solutions, parce que il le faut. Monsieur Boni, est-ce qu'aujourd'hui, les politiques s'amusent une fois encore à jouer le feu, avec le feu, alors que l'essentiel aurait été de penser vraiment nation, de penser population? Malheureusement, nous sommes dans une démocratie représentative et dans les démocraties représentatives, tout se repose beaucoup sur le représentant, donc ceux qui s'autoproclament politiciens qui vont chercher le mandat des populations pour en faire finalement ce qu'ils veulent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la démocratie représentative est en crise aujourd'hui. Mais je voudrais clarifier les choses. Oui, je suis d'accord avec le professeur Robert Dossou et le grand frère sur le plateau que, en effet, nous ne sommes pas encore une nation, nous sommes une juxtaposition ethnique, c'est-à-dire que nous cohabitons entre ethnies, mais nous ne sommes pas encore une nation parce que les intérêts ne sont pas, il n'y a pas encore cette présomption de solidarité des intérêts. Mais ce que je veux dire, quand je parle d'un consensus politique, vous savez, vous l'avez dit vous-même, tant qu'il n'y a pas un consensus politique, il faut un consensus politique qui puisse nous permettre d'aller vers une table ronde pour rassurer la population, parce que quoi que vous voudrez vous faire croire ici, les populations s'identifient forcément à des valeurs politiques de quelques politiciens ou de quelques hommes qui sont des politiciens. Aujourd'hui,
vous semblez dire que les démocrates, c'est Thomas Yahi Boni qui est derrière, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça, même en France. En France, la rivalité Sarkozy-François Hollande a miné la présidente de François Hollande. Ça, heureusement que au Bénin, comment on appelle, la politique des valeurs n'existe pas forcément, la politique des idéologies n'existe pas forcément, donc ça fait qu'il faut mettre beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour pouvoir convaincre les populations à s'associer à nos causes, ce qui ralentit quand même les politiciens dans leurs élans. Sinon, je suis sûr que Yahi Boni aurait bien voulu aller plus au-delà des actions qu'il mène aujourd'hui pour pouvoir nuire à la gouvernance de Patrice Talon. Et bien évidemment, nuire à la gouvernance de Patrice Talon, le mot est faible. Il faut relativement faire partie Patrice Talon. Mais c'est pas parce que il faut faire partie Patrice Talon qu'il faut amener pire que lui. C'est pour ça que le consensus est important. C'est-à-dire qu'une réelle table ronde sur les principes et valeurs sur lesquels nous voulons bâtir notre nation doit pouvoir se faire. Aujourd'hui, nous avons eu en 90 puis la démocratie, nous avons amorcé un processus démocratique. Il faut pouvoir nous sommes en train de vivre aujourd'hui une crise de cette démocratie-là. Il faut pouvoir la réorienter, il faut pouvoir la réformer, comme on dit donc, essayer d'opérer de façon intelligente des réajustements de cette démocratie-là pour que ça puisse répondre aux défis de l'époque. Pour que cette démocratie puisse aller à maturité. Et bien évidemment, il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas d'unité. Et cette unité-là doit pouvoir se construire. Et pour qu'elle puisse se construire, il y a toujours, dès lors que nous avons choisi la démocratie représentative, il y a toujours des hommes et des femmes qui sont mis en avant. Il est important que ces hommes et ces femmes-là puissent trouver un point de jonction pour pouvoir permettre de calmer leur pulsion et aussi leur frénésie craintive aujourd'hui, parce que d'une part, de part et d'autre, il y a cette frénésie craintive-là qui s'anime. Les uns craignent la superpuissance des autres et les autres craignent aussi que les autres viennent au pouvoir et viennent se venger contre eux. Donc il faut trouver une façon, un consensus. Oui, vous avez suivi Richard Boni-Bourou. C'est ce qu'il projette qui peut aider, d'après lui, le pays à se mettre sur les rails. Vous secouez depuis la tête. La voie empruntée, c'est laquelle? Non. Monsieur Boni-Bourou parle d'hommes. Et il faut passer par ces hommes politiques. Parce qu'il dit... Nous sommes dans une démocratie représentative. Je dis bien, je suis d'accord. Okay. Et moi, je ne parle pas de ce principe. Moi, je dis, il ne faut pas partir des hommes. Parce que les hommes ont des intérêts. Et les intérêts représentent des contradictions fondamentales d'une société. Et une société, ce n'est pas les représentants des masses populaires. Ce n'est pas la démocratie représentative uniquement parce que nous avons des élites. Lorsque... Monsieur Auroux fait une comparaison avec Sarkozy et Hollande en France. La structure sociale en France n'est pas la même ici. Nous, on a ici 98%, 99% de gens qui ne savent ni lire ni écrire la langue française, donc ne comprenant pas les dessous des cartes de tout ce qui se discute en politique en langue française. Et donc, ils sont d'office écartés. Et dans son intervention, il a fait allusion à la masse d'argent qu'utilisent les intellectuels pour accéder... Les politiques, il faut préciser. Les intellectuels politiques pour atteindre les masses. Et au fait, nous utilisons l'expression les crétiniser et les amener à s'aligner sur leur position. C'est pour ça que nous, on se démarque de cette option. De cette option qui s'appuie sur des hommes sauveurs, des hommes leaders, tels que nous l'avons dit tout à l'heure avec Yahi Boni, Soglo, Azanaï, tous ceux que vous pouvez citer. Alors, on fait comment? Mais oui, voilà, justement, il faut chercher d'abord, il faut chercher des valeurs. Et lorsqu'on trouve ces valeurs-là, le peuple doit adhérer à ces valeurs. Et une fois que ces valeurs sont trouvées, que le peuple adhère, le peuple peut après avoir trouvé et accepter ces valeurs-là, choisir les hommes. Vous pensez à quelle valeur? Je peux donner la mienne, la vision et les mal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, puisque j'ai dit tout à l'heure que le régionalisme
pourrit notre société, crée la corruption, crée les gouvernances de vengeance, il faut attaquer ce régionalisme à la base en cherchant à construire une nation. Et on ne peut pas construire une nation sans lui donner une langue nationale, sans lui donner sa monnaie qui représente le fruit de son travail. Et puis après, nous, on a ajouté, pour aller un peu plus loin que cette proposition, on a ajouté A, qui veut dire qu'il faut chercher une diplomatie active dans la sous-région pour être fort face aux éventuelles déstabilisations. Lorsqu'on a parlé du gouvernement de Kérékou tout à l'heure, dans les années, à partir des années 80, où la caisse est vide, même avant, c'est souvent souligné par toutes les grandes personnalités de notre pays que la France a mis beaucoup de pression sur le gouvernement de Kérékou 1, du fait que ce gouvernement ne s'alignait plus sur le libéralisme, le capitalisme, et a embranché une autre idéologie. Donc, ça c'est très important, la question du A dans la vision LMA, d'aller chercher ce que nous on appelle disons l'effacement des frontières de balkanisation en Afrique. À vous résumer, c'est qu'il faut, pour ce Bénin prospère de demain, définitivement une langue nationale. Pensez la langue peut-être la plus parlée, mais il faut quand même une langue. Il faut une langue. Ensuite, il va falloir aller plus loin, en dehors de la langue. Il faut une monnaie. Il faut battre notre propre monnaie. Nous ne pouvons pas vivre avec le franc CFA ni avec l'écho tel que on nous l'énonce. C'est les fondamentaux pour parler, pour commencer à unir, à unifier la pensée de tout un peuple. Nous sommes une prosaïque de population encerclée dans une frontière par la France à la colonisation. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire estomper. Alors vous, on peut le dire, vous voyez loin. Vous projetez dans l'avenir. On est obligé. On est obligé. Voilà. Sinon, on pourrait faire les mêmes erreurs. Même en retournant au consensus, on est obligé de connaître les causes de ce consensus. Et nous, on a situé les causes de ce consensus-là très loin dans le passé, dans la période de pacification après la colonisation. Et en marche pour un nouveau scrutin. Oui. Avril prochain, ce n'est pas si loin. Vous observez un peu comment les Béninois vivent désormais leur quotidien dans cet environnement. Que faudra-t-il faire en urgence par rapport à avril prochain? Moi, je pense que toute solution de consensus, comme le compatriote Bonioro l'a dit, serait de nouveau un leurre. Nous, on appelle à vraiment s'asseoir pour réfléchir à un changement de paradigme. Donc, un dialogue, c'est cela? Bien sûr, un dialogue, mais sur la base de quoi? Nous proposons un dialogue sur la base de la vision LMA pour créer un consensus national des masses, de tout le peuple, avec une valeur. Ce dialogue avant le scrutin? Bon, vous voyez le délai qui reste pour le scrutin. Si le président de la République décide demain qu'on se lance dans ce vrai dialogue, ce serait salutaire pour notre pays. Il rentrera dans l'histoire, moi je dirais même. Vous voulez dire que le salut, la stabilité, le vivre ensemble à retrouver passe inéluctablement par Patrice Talon? Ah non, si lui ne le fait pas, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne sommes pas des devins. Tout peut se passer parce qu'il y a des acteurs en marge de sa politique. J'ai parlé de gouvernance de vengeance, de
des acteurs qui sont en exil aujourd'hui et qui cherchent Monsieur eux Kodo, aussi à rentrer dans le pays. Merci beaucoup. On se retrouvera pour poursuivre ce débat. Tant il y a dit, mesdames, messieurs, vous l'avez constaté, et le temps qui est si vite passé. Merci à vous pour la disponibilité. Je vous force compagnie sur cette citation de Jean Jaurès. Le courage, dit-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Prenez soin de vous et à demain.